Bonjour à tous. En tant que professeur de philosophie en attente d'une affectation, je vous propose ici une série de capsules pour réviser votre bac de philosophie qui, mine de rien, commence à approcher. Alors plus précisément, n'attendez pas ici des rappels de cours tout cuits qui pourraient être pris tels quels et réutilisés directement sur les copies. Ça n'a absolument aucun intérêt. Alors pourquoi? Parce que déjà, vous avez des cours. Donc autant les reprendre, et surtout parce que ce qu'on vous demande au bac, c'est de vous approprier les idées qui sont présentes dans ces cours. Les approprier, ça veut dire qu'elles doivent devenir vôtres par un lent travail de rumination. Et donc ce qu'on attend dans vos copies, ce sont vraiment des idées personnelles. Donc non pas des idées forcément originales, mais des idées que vous avez mûries. Donc si vous répétez tous à peu près les mêmes choses, on est en droit de finalement pouvoir vous pénaliser. Donc plus précisément, moi ce que je propose, ce sont des rappels méthodologiques. Finalement, vous faire comprendre précisément quelles sont les règles du jeu. Comment est-ce qu'on réussit, d'après moi, une explication de texte? Qu'est-ce qu'on fait précisément au brouillon pour s'en sortir? Et enfin, comment est-ce qu'on fait en sorte de réussir le mieux possible la rédaction, en sachant que c'est toujours la dernière chose qu'on fait, et qu'on est fatigué à ce moment-là. À bientôt! Qu'est-ce qui est attendu dans une explication de texte? Avant même de parler méthode, c'est très important d'être au clair sur les exigences spécifiques d'un exercice. Alors tout d'abord, une explication de texte, ce n'est pas un résumé. Un résumé, c'est un exercice qui vous demande de contracter et de reformuler les principales saillies d'un texte. C'est ce qu'on peut vous demander dans certaines écoles de commerce. Vous avez un texte de 2500 mots et on vous demande de le résumer en un texte de 250 mots. Mais ceci n'est pas une explication de texte. Donc, au bac, vous ne pouvez pas vous contenter de reformuler de ce que dit l'auteur, c'est-à-dire de dire la même chose mais avec vos propres mots. La paraphrase, c'est un premier niveau de compréhension, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. A l'inverse, on ne vous demande pas non plus un commentaire de ce texte-là. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas d'avoir lu le livre dont ce texte est extrait, on ne vous demande pas de replacer cet extrait dans l'économie globale de l'ouvrage, on ne vous demande pas non plus d'avoir une connaissance de la doctrine de l'auteur, si tant est qu'une doctrine d'un auteur existe par ailleurs. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. On ne vous demande pas non plus par ailleurs de connaître l'origine précise des termes qui sont utilisés par l'auteur. On ne vous demande pas de faire de l'histoire de la philosophie finalement. C'est un exercice qui est intéressant mais qui ne vous concerne pas. Ce qu'on vous demande, c'est donc une explication de texte. Donc c'est de partir des termes utilisés par l'auteur pour en expliquer l'usage spécifique qui est fait dans ce texte. Donc vous explorez ces termes-là et vous expliquez comment l'auteur utilise ces concepts pour résoudre un problème que vous formulez le plus précisément possible. Il y a donc 3 éléments de base dans une bonne explication de texte. Une question, qui est la question que se pose l'auteur et qui l'a poussé à écrire ce texte. Une réponse à cette question, c'est-à-dire une thèse ou une idée principale, c'est la même chose. Et enfin, une argumentation ou une justification pour justifier cette thèse-là. Une explication de texte, ce n'est pas que ça, il y a plus de choses à faire parce que c'est vrai que vous gagnez quand même à mettre en perspective la thèse de cet auteur avec des connaissances personnelles. Mais fondamentalement, une explication de texte, ce ne sont que ces 3 éléments-là. Pour ce qui est des subtilités, j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant que vous savez ce qu'on vous demande, vous comprenez peut-être que le texte n'est pas à prendre comme un obstacle, mais bien comme un allié. Tout ce que vous avez à chercher se trouve dans le texte, et pas ailleurs. Alors bien sûr, entendons-nous bien, les meilleures copies sont celles qui arrivent à articuler des connaissances personnelles, qu'elles soient issues de leur cours ou non, avec ce que le texte soutient. Mais en tout cas, rien ne doit sortir du texte. Tout doit vous servir à l'expliquer, à le questionner, éventuellement à le critiquer, mais aucun élément ne doit être gratuit. Aucun élément ne doit être une récitation d'un cours que vous avez eu. Et ça, c'est vrai pour l'explication de texte comme pour la dissertation. Alors, maintenant, une fois que le sujet a été distribué, par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, évidemment, par lire le texte. Vous avez vu, c'est vraiment utile comme aide, vous avez bien fait de vous abonner. Mais attention, on ne lit pas un texte n'importe comment, et c'est tout l'objet de cette capsule. Bon, je déconseille plus précisément de recopier laborieusement le texte dès le début, au moins pour une raison, c'est parce que c'est utile d'avoir à revenir sur un texte, un peu comme un ressac, ou un peu, si vous voulez, comme le chien dans la préface du Gargantua de Rabelais, qui mâche, qui doit remâcher, qui doit mordiller l'os pour le briser petit à petit et en savourer la moelle. Vous aussi, c'est ça que vous devez faire. Vous devez passer, repasser sur le texte à plusieurs reprises, de manière à ce qu'il devienne presque familier. Alors comment est-ce qu'on mâche un texte plus précisément? Eh bien ce sera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt!
Bonjour à tous. Comment est-ce qu'on s'y prend pour lire un texte philosophique dès les premières minutes de l'examen du bac? Alors, à mon avis, 3 lectures sont nécessaires. Pas plus, pas moins, c'est un bon chiffre 3. À condition évidemment de s'y prendre méthodiquement. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de cette vidéo ici, c'est de vous apprendre la première lecture. Alors la première lecture, c'est assez simple finalement. C'est une lecture thématique et rapide. Pas besoin d'y passer trop de temps, 1 ou 2 minutes pour identifier les thèmes, de quoi ça parle, quelles sont les notions du programme abordé, et d'essayer d'être malin, de ne pas en oublier, parce que parfois il y a une notion principale qui est très clairement visible, évidente, mais il y en a certaines qui sont abordées mais de manière beaucoup plus fine ou plus nuancée. Donc c'est le moment, dès la première, de se poser quelques petites questions pour procéder de manière, procéder dans l'ordre. Donc première lecture, ça vous permet aussi de savoir si le texte vous est familier ou si par exemple il vous paraît accueillant, si vous avez envie d'en parler pendant 4 heures ou si vous vous dites «Oh non, je préfère encore la dissertation». Dès les premières minutes de l'examen, c'est encore possible. Il ne faut pas changer d'avis par contre en cours de route, ça c'est redoutable parce que vous n'aurez très certainement pas le temps de pouvoir finir votre épreuve. Donc voilà, une première lecture et pas de panique, hein, il est tout à fait normal que vous ne compreniez pas tout, voire pas grand-chose après celle-ci. C'est pour ça qu'il y en aura une deuxième, et cette deuxième, c'est tout l'objet de la prochaine vidéo. Bonjour à tous. Alors maintenant, la deuxième lecture du texte, en quoi consiste-t-elle? Alors c'est une lecture qui est plus structurelle et surtout plus lente. Il s'agit là d'encadrer les connecteurs logiques et au fond toutes les chevilles qui sont présentes dans le texte. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Vous identifiez les cependant, néanmoins, cela dit, or, donc, en somme, patati patata. L'idée à ce moment-là, c'est de commencer à approcher les mouvements du texte, c'est-à-dire ce que fait l'auteur. Et oui, parce que l'auteur ne fait pas la même chose au début et à la fin, très probablement si vous voulez. Donc demandez-vous dans cette phrase-là, est-ce qu'il répond à une objection? Est-ce qu'il formule une objection à une thèse qu'il a formulée un tout petit peu avant, hein, une thèse qui n'est pas la sienne? Est-ce qu'il discute celle-ci? Est-ce qu'il formule sa thèse propre? Est-ce qu'il donne un exemple? Etc. etc. Comprenez bien que ça, même si vous ne comprenez pas exactement de quelle thèse il s'agit, vous pouvez déjà faire ce travail. Et surtout, il est extrêmement important d'être au clair sur ces mouvements, en particulier pour vous prémunir de contresens absolument rédhibitoires. En effet, il arrive souvent qu'un auteur présente une thèse qui n'est pas la sienne, mais contre laquelle il va argumenter. Il va dire cette thèse-là existe, d'autres philosophes le pensent, mais moi je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous dire ce qui est vrai. Et donc là, cette deuxième lecture vous permet précisément de ne pas attribuer à l'auteur des thèses qui ne sont pas les siennes, des thèses qu'il réfute. Attention, parce que ça, c'est une erreur qui arrive assez souvent au bac. Et ce genre de mécompréhension, ça peut faire très très mal. Alors vous allez me dire, non, quand même, je sais lire un texte, ça ne m'arrivera pas. N'oubliez pas que vous risquez fort d'avoir mal dormi, que vous serez très stressé, c'est quand même des conditions qui ne sont pas optimales. Donc ce genre d'erreur est vraiment très très fréquente, et une deuxième lecture méthodique permet de s'en prémunir. Juste après cette vidéo, on attaque la troisième lecture. Bonjour à tous. Alors maintenant, en quoi consiste cette dernière et troisième lecture pour aborder un texte philosophique en examen? Alors c'est là qu'on rentre dans le dur, c'est là qu'on commence à entrer dans la lecture la plus lente et la plus conceptuelle. Dans cette lecture-là, vous soulignez les mots importants, tous les concepts utilisés par l'auteur. Donc c'est à ce moment que ça se joue, c'est à ce moment que vous cherchez vraiment à comprendre ce qu'il dit, à comprendre ce qu'il soutient et à comprendre ses arguments et toute sa justification. Donc c'est le moment, ça c'est extrêmement important, c'est le moment où il faut vraiment s'attacher aux mots précis et vous demander comment l'auteur les utilise, pourquoi est-ce qu'il utilise ceci à ce moment-là, à quoi ils lui servent. Ne vous contentez jamais de généralités, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Alors là, pour bien comprendre ce qu'on vous demande, je vous propose de comparer ça à l'observation ou l'analyse d'une partie d'échecs. C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir quelle pièce a été utilisée, c'est déjà pas mal, dans quelles règles, patati patata. Mais ce qui est surtout important, c'est quel coup est joué. Demandez-vous comment l'auteur joue. Demandez-vous aussi pourquoi est-ce qu'il joue ici, pourquoi est-ce qu'il va utiliser ce mot-là à ce moment précis, à quoi ça lui sert et comment ça lui permet peut-être de gagner finalement le match, si je puis dire. Donc normalement, il faut savoir que vous tomberez sur un texte plutôt important et plutôt intéressant. Donc la partie sera assez intéressante à écrire. Donc essayez de donner une chance au texte à cet égard. Et pour pouvoir comprendre vraiment profondément, et ne pas en revenir toujours à du déjà connu. Pour vraiment comprendre la spécificité de votre texte, il faut explorer les mots avec beaucoup de précision. À bientôt pour une prochaine capsule méthodologique. Bonjour à tous. Alors maintenant que vous savez comment lire un texte philosophique dans le cadre d'un examen, il me reste à vous faire part d'un écueil que l'on trouve dans beaucoup de copies.
Et alors c'est un danger qui est justement de traiter le texte platement, comme si tout était déjà connu. Si vous faites ça, hein, si vous rabattez le texte à du déjà connu, vous risquez fort de manquer ce qui fait son intérêt et sa force. Pire encore, il n'est pas impossible qu'en faisant cela, vous passiez tout simplement à côté du texte et que vous fassiez un énorme hors-sujet, ce qui est absolument rédhibitoire. Et le vrai problème, c'est que il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est de partir des mots précis utilisés par l'auteur. Donc là, quand vous avez une phrase, ne cédez pas tout de suite à la tentation de tout reformuler avec vos mots. Ça, vous pouvez le faire, c'est une première étape de la compréhension, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut vous demander pourquoi l'auteur utilise ces termes-là pour résoudre son problème précis. Comment est-ce qu'il articule ces concepts avec les autres concepts présents dans le texte? Ça, c'est absolument nécessaire. En somme, demandez-vous toujours ce que le texte apporte de nouveau et ce que ce concept apporte de nouveau, d'inédit ou d'étonnant dans le texte. Donc, j'ai presque envie de dire à la limite, faites semblant d'être surpris et exprimez votre surprise face aux thèses exprimées par le texte. À condition de ne pas en faire trop, c'est un bon moyen d'en dégager la spécificité, ce qui est absolument nécessaire. Et après tout, c'est ce qu'on vous demande. Bonjour à tous. Alors maintenant, on va parler du brouillon. Et tout d'abord, combien de temps il faut y passer? Alors, disons les choses très clairement, 1 heure me paraît vraiment le minimum et 2 heures le maximum, parce que comme vous n'avez que 4 heures, il faut vraiment être efficace. 2 heures, plus de 2 heures de brouillon, là vous risquez vraiment de rogner sur la rédaction, ça me paraît dangereux. Pour ce qui est de l'heure, moins d'1 heure, vraiment, je suis très sceptique sur la qualité du résultat, que vous soyez en bac technologique ou que vous soyez en bac général. De toute façon, c'est 4 heures d'épreuve. Donc, il est absolument certain que si vous passez un brouillon de moins d'1 heure, vous réduisez considérablement la qualité de votre travail. Donc, peut-être que si vous êtes vif, que vous êtes bon, que vous êtes à l'aise, vous réussirez à avoir 12, en particulier si vous avez une très bonne plume. Mais vous réduisez quand même considérablement vos chances de dépasser cette note et vous multipliez celles de manquer la moyenne. Donc vraiment, essayez de passer un peu de temps au brouillon. Ça vous permet de ne pas louper des aspects du texte et ça vous permet notamment de ne pas faire éventuellement de hors-sujet, de vous poser les bonnes questions au bon moment, en particulier par exemple en respectant la règle des 3 lectures et les faire dans cet ordre-là. Voilà, prochaine vidéo, je vais vous dire plus précisément ce qu'on met dans le brouillon. On va y passer du temps, ne vous inquiétez pas. À la prochaine. Bonjour à tous, alors là c'est l'une des premières vidéos pour vous dire ce qu'on peut mettre pendant cette heure au brouillon, ce qu'on va y écrire. Et donc une première chose, bon, vous pouvez éventuellement, pour la 3e lecture si vous voulez, recopier le texte. Alors c'est pas forcément nécessaire, mais si vous en sentez le besoin, pourquoi pas? Alors attention, ça a tendance à être assez chronophage, mais en même temps ça vous oblige à être relativement précis dans votre analyse, donc si vous en sentez le besoin, après tout, pourquoi pas? J'attire votre attention plus précisément maintenant sur un autre point. Ce qui est vraiment important au brouillon, c'est de rédiger le plan du texte et de le faire de la manière la plus détaillée et la plus précise possible. Petit point d'ailleurs méthodologique, hein, quand on parle du plan du texte, je ne suis pas en train de parler du plan que vous allez suivre pour élaborer votre explication. Ce plan, c'est le plan qui a été emprunté par l'auteur pour construire son argumentation à lui. Ce n'est pas votre plan, c'est le plan du texte. Donc d'abord, l'auteur fait ça, puis ensuite, il fait autre chose, et enfin, il fait ceci. Donc à vous d'être précis sur ce qu'il fait, et ce qui est vraiment impose, sur ce qu'il défend, et ce qu'il soutient, et comment est-ce qu'il s'y prend. Et pour ça, je vous recommande vraiment de formuler ce plan avec des phrases complètes au brouillon le plus rapidement possible. L'idée, c'est de ne pas avoir à chercher les formulations pendant la rédaction pendant votre rédaction de votre copie, qui se fait en gros pendant les 3e, 4e heures. Parce que là, vous êtes déjà fatigué, et donc il faut vraiment en faire le moins possible à ce moment-là. Donc votre plan, vraiment, il doit être extrêmement détaillé. Donc grand 1, le titre de la partie si vous voulez, grand A, le titre du premier paragraphe, etc. etc. Soyez les plus précis possible pour que pendant la rédaction, vous n'ayez plus qu'à être clair et simple et à, en gros, étoffer tout ça. Donc plus vous vous obligez à être complet au début pendant le brouillon, plus vous serez efficace à la fin, il faut le savoir. Donc ne reconstruisez pas tout au dernier moment, puisque ça c'est absolument épuisant. Ça c'est le premier truc. Bonjour à tous. Alors, on sait qu'il faut mettre le plan détaillé au brouillon et y passer du temps. Une autre chose qui est absolument nécessaire au brouillon, c'est de formuler en toutes lettres la question que se pose l'auteur, ainsi que la thèse ou l'idée principale du texte. Donc la thèse, je rappelle, c'est la manière dont l'auteur répond à sa question, si vous voulez. Donc c'est bien de faire toujours les deux. Et là, il faut tester. Il ne faut pas avoir peur. Donc vous reformulez 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous trouviez une formulation qui soit suffisamment solide, suffisamment claire et bien tournée.
Formulation qui n'oublie aucun aspect du texte. Donc ça, c'est vraiment très important, il faut y passer un peu de temps. Ça va vraiment vous aider si vous êtes au clair là-dessus au bout de 30-40 minutes maximum, on va dire. Là, ça va vraiment, comment dire, éclairer votre travail d'analyse des mots, des concepts, etc. Et sachez qu'on passe jamais assez de temps sur ce travail-là. Donc il y a 10 minutes à passer où vous vous cassez la tête sur ces formulations-là jusqu'à avoir un truc bien, bien, bien précis. Ça fait toute la différence. Bonjour à tous. Alors, là maintenant, vous avez votre plan détaillé au brouillon, vous avez votre question et votre thèse parfaitement formulées, vous êtes content de vous. Bon, là, tout dépend le temps qui vous reste. Si là, déjà, tout ça, ça vous a pris 1 heure, il va falloir un tout petit peu accélérer, vous n'avez pas trop de temps pour vous. Mais si ça vous a pris un peu moins d'1 heure, s'il vous reste encore 20 minutes, on va dire, à tuer, ça peut être vraiment intéressant d'essayer d'écrire, par exemple, en 10 lignes, une explication d'une phrase qui vous paraît stratégique, qui vous paraît importante au sein d'une de vos parties là. L'idée là, c'est pas d'être parfait, c'est que le brouillon. Mais essayez de vous échauffer, essayez de voir comment vous articulez tous les éléments, notamment à votre plan, ce qui va vous permettre peut-être de le modifier si vous voyez qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent que vous n'aviez pas vues, voire même de modifier votre thèse si ce n'est pas nécessaire. Donc les passages qui sont ici au brouillon, ils ne seront pas recopiés. Mais ce qui est important en fait, c'est d'écrire. Parce qu'en écrivant, ça vous donne des idées et surtout, ça permet à ces idées de trouver une formulation. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très très important. Peu importe que vous ayez plein de choses dans votre tête, ce qui est important, c'est qu'elles apparaissent à l'écrit. Donc vraiment, au brouillon, écrivez, 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 écrivez. Ça va vous donner des idées. C'est très important pour l'explication de texte, pour vraiment tout simplement s'échauffer au début, mais pour la dissertation, c'est encore plus stratégique. C'est là que ça se joue. Bonjour à tous, alors maintenant vous avez votre plan détaillé, vous avez votre thèse et ça fait à peu près 40-50 minutes que vous écrivez et vous avez peut-être pu entamer des petits passages où vous essayez d'expliquer des phrases pour vous échauffer. Bon, ce qui est vraiment important par contre au bout de 40-50 minutes à peu près, c'est de commencer à noter les éléments de cours à votre disposition qui vont vous permettre après de discuter, de commenter ou voire de remettre en question le travail de l'auteur dans le texte en question. Alors là, c'est vraiment très important. Ne vous contentez pas d'éléments éparses en mode ouais, Platon, République, je sais pas quoi. Non, non, il faut vraiment noter les références les plus précises possibles, de préférence avec le titre du livre. Le chapitre, c'est pas forcément essentiel, mais le livre, c'est quand même mieux. Et surtout, en 10 petites lignes, vous formulez une ébauche de ce que vous allez écrire lors de la rédaction. Donc cette ébauche, c'est pas grave, hein, vous allez la reformuler après dans votre travail de rédaction. Mais ici, essayez de voir, d'explorer, si vous voulez, comment vous allez vous y prendre. N'oubliez pas, là je me répète, que c'est en écrivant que des idées vont venir. Et surtout, c'est en écrivant que vous allez vous souvenir de choses qui, alors, étaient encore un petit peu confuses. Donc vraiment, je me répète, au brouillon, écrivez, écrivez, écrivez. C'est la seule chose à faire. Comme c'est du brouillon, c'est pas grave si ce que vous faites n'est pas bien. Vous vous échauffez, ce sera mieux après pour la rédaction. Mais vous verrez vraiment que, vraiment au brouillon, un brouillon, c'est quasiment aussi long qu'une rédaction en termes d'écriture. C'est là que ça se joue. Et après, comme ça, vous êtes tranquille puisque vous avez déjà une idée de tout ce que vous pouvez dire et de tout ce que vous allez avoir à faire. Et tous les pièges, vous serez déjà tombé dedans. Donc vous êtes tranquille. Bonjour à tous, on continue notre exploration du travail dans l'introduction. Alors vous savez que maintenant que vous devez rédiger le plan détaillé, que vous devez également rédiger évidemment la question et la thèse, ainsi que des premières ébauches si vous avez le temps d'explication de phrases, vous prenez juste 10 lignes. Également, vous commencez aussi à faire des ébauches des éléments du cours que vous allez utiliser pour commenter, discuter la thèse. Bon, tout ça, vous le savez. Ce qui est important au bout d'un peu plus d'1 heure, c'est également de rédiger une ébauche de l'introduction et de la conclusion. C'est important que vous aurez l'occasion après de retravailler pendant la rédaction. Le but, vous l'avez compris, c'est que quand vous aurez à rédiger, vous avez déjà un premier jet que vous allez pouvoir reprendre et que vous allez pouvoir améliorer. Ce qui va vraiment vous faciliter la tâche. Mais ce qui est important, c'est que l'introduction et la conclusion, vous y passez un petit peu de temps quand même, parce que comme c'est la première et la dernière chose qu'on verra, il faut que ce soit quand même très 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 quali. Donc vous la faites d'abord une fois dans l'introduction et vous la recopierez en partie en reformulant les choses qu'il faut reformuler dans votre rédaction. Ça vous permettra aussi de moins vous casser la tête et comme vous revenez dessus, vous êtes moins stressé. Bonjour à tous, alors maintenant je ne vous refais pas tout le topo sur ce que vous rédigez dans l'introduction, maintenant vous le savez, moi j'aimerais juste préciser 2-3 choses du point de vue de la temporalité. Alors évidemment c'est vous qui le sentez, mais moi je dirais que au bout d'1h30, il faut à tout prix entamer la rédaction au brouillon de l'introduction et de la conclusion. L'idée c'est qu'au moment où les 2 heures d'épreuve sonnent, il faut déjà avoir entamé, voire préférablement avoir achevé la rédaction de votre introduction et de votre brouillon
et de votre conclusion pardon, au propre sur votre copie. Comme ça, vous aurez 2 heures ou à peine moins de 2 heures pour tout rédiger en suivant votre plan détaillé qui vous attend sur votre brouillon. Et comme il est détaillé, la plus grande partie du travail de formulation a déjà été faite. Donc là, vous êtes en pilote automatique quelque part. Donc voilà, en 3h30, 4 heures, vous pourrez avoir une copie solide, bien rédigée, et surtout, elle sera d'autant mieux rédigée que vous savez où vous voulez amener votre lecteur. Donc vous n'avez pas à vous poser des questions de construction, tout a déjà été fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc jamais moins de 2 heures de rédaction, ça c'est important. Et n'oubliez pas aussi de vous relire si possible, c'est quand même bien mieux. Et au moins 1h30 au brouillon. Ça, c'est absolument nécessaire. Mais dans ce brouillon-là, il faut bien comprendre que vous travaillez déjà votre rédaction en formulant notamment les éléments clés. Donc c'est un travail, il ne faut pas séparer le travail de brouillon et le travail de rédaction, puisque déjà au brouillon, vous faites un travail presque d'incubation, si vous voulez, de tout ce qui va éclore finalement pendant la rédaction. La prochaine vidéo, je vais vous dire comment est-ce qu'on se relit. Bonjour à tous. Alors maintenant, comment relire sa copie? Alors moi, je dois vous avouer que j'ai jamais été très bon pour cet exercice parce que bon, ça m'ennuie beaucoup. Et parce que comme vous l'avez compris, je travaille beaucoup au brouillon. Généralement, j'ai pas beaucoup de problèmes de reformulation ou de rédaction puisque tout a déjà été mûri dès le début. Donc à part pour les fautes d'orthographe, généralement, la relecture n'est pas forcément si importante que ça. Néanmoins, il faut quand même le faire. Et moi, ce que je recommande et ce que je fais, c'est de surtout pas tout relire à la fin de votre rédaction. Donc avant la fin des 4 heures, hein, ne vous retrouvez pas, si vous voulez, à devoir relire les 6, 8, 12 pages complètes que vous avez faites. Non. Il vaut mieux vraiment relire chaque partie après les avoir rédigées. Donc vous avez rédigé votre première partie, vous soufflez un coup, vous buvez un coup, vous mangez un morceau, vous allez aux toilettes si c'est nécessaire, vous vous reposez un petit peu, vous sortez du truc et à tête reposée, en étant un peu plus frais, vous reprenez cette première partie de manière efficace. C'est ça que j'appelle une relecture active, une relecture où vraiment, on va dire que chaque page sera relue avec à peu près autant d'intensité et autant de précision. Parce que si vous avez écrit 12 pages et qu'il va falloir tout relire, les 3 premières pages, vous allez être un peu, bon, ça va le faire, et puis après vous serez assommé, et donc bon, ce sera ni fait ni à faire. Donc vraiment, relisez-vous entre chaque partie, c'est beaucoup plus efficace. Bonjour à tous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans l'introduction? Première chose déjà, une introduction, ça n'a, pour une explication de texte, hein, ça n'a vraiment pas besoin d'être long, pas plus de 10-12 lignes. Plus ça ne sert absolument à rien, on ne vous demande vraiment que quelques étapes que vous gagnez à faire finalement le plus efficacement et le plus succinctement possible. Première étape, présentation de l'extrait. Je dis bien de l'extrait, pas de l'auteur. On ne s'attend pas à ce que vous ayez lu le livre, on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez forcément l'auteur. Vous pouvez être surpris et tomber sur quelqu'un que vous n'avez jamais étudié en classe, et ce n'est pas un problème en soi, hein. Donc vous vous contentez simplement de dire d'où le texte est extrait, donc le titre de l'œuvre, l'année et l'auteur. Donc là vraiment c'est des compétences de base qu'on regarde. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître le titre d'un livre qui est finalement ce qui est écrit en italique, tout simplement, hein. Donc on ne se casse pas la tête. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez noter les thèmes du texte. Donc de quoi ça parle basiquement? Dans ce texte, il est question de liberté, il est question de, je sais pas moi, de devoir, de loi morale, patati patata. Pas plus de 2-3 thèmes, mais juste comme ça on sait de quoi ça parle de manière superficielle. Ensuite, une fois que vous avez fait les thèmes, vous pouvez, moi je dirais que ce n'est pas forcément obligatoire selon la pertinence de votre question que vous ferez après, mais vous gagnez quand même à mettre les enjeux. Donc en gros, qu'est-ce qui est en jeu dans ce texte? C'est quoi qui se joue? Exemple, dans ce texte, il est question, il s'agit de reconnaître une action morale, authentiquement morale, d'une action qui ne le serait pas, mais qui lui ressemblerait. Voilà, ça c'est les enjeux, et ensuite vous posez la question. Et la question, c'est beaucoup plus précis. Ça prend 2-3 lignes à peu près, et finalement, c'est la question qui a motivé l'auteur à écrire le texte que nous étudions maintenant. Donc ça, la question, c'est vraiment le truc stratégique à travailler bien longuement au brouillon. Donc là, vous avez votre formulation, vous avez votre question, et vous avez ensuite la thèse. Très important la thèse, je vois beaucoup d'élèves qui négligent ce point-là. La thèse, c'est la réponse à cette question, c'est l'idée principale du texte, en 2-3 lignes. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? De la manière la plus précise, la plus rigoureuse et la plus intéressante possible. Donc ça se travaille longuement au brouillon, et vous gagnez vraiment à mettre les deux, la question et ensuite la thèse, ou l'idée principale. Enfin, la dernière partie, ce sont les mouvements du texte, ce qu'on appelle aussi le plan. Donc d'abord, l'auteur fait ceci. Ensuite,
Par exemple, il présente sa thèse qui est patati patata. Par la suite, il répond à une objection que l'on doit à, je ne sais pas moi, Platon, etc. Si c'est dans le texte, hein, s'il dit explicitement Platon, vous pouvez dire, il répond à cette objection. Et puis enfin, il présente un argument décisif qui consiste en, vous résumez ça très très vite, mais vous n'oubliez pas de dire ce qu'il fait. Je répète encore une fois, le plan, ce n'est pas vous, votre plan, comme dans un commentaire composé, que vous choisissez pour aborder les différents thèmes qui sont dans le texte. C'est bien le plan, le mouvement que l'auteur a emprunté pour argumenter, pour présenter sa position. Voilà. Donc je résume. D'abord, présentation de l'extrait. Ça c'est très rapide, hein, c'est pas compliqué. Vous présentez juste l'extrait, rien sur l'auteur, c'est pas la question, on s'en fout. Rien sur l'auteur. Ensuite, les thèmes. De quoi ça parle? Les enjeux, si vous arrivez à trouver une belle formulation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de reconnaître la morale. Il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est qu'une société juste. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez que ce n'est pas très très précis. Hein. C'est presque journalistique ce truc-là. Ensuite, la question. Là, ça, c'est extrêmement précis. C'est un truc qu'il faut vraiment bien travailler au brouillon. Ensuite, la thèse, la réponse à cette question. Les deux doivent aller l'un après l'autre. Et logiquement, la question arrive avant la thèse. La thèse, c'est extrêmement précis. Bien travailler puisque c'est avec ça qu'on voit à quel point vous avez compris le texte. Et enfin, les mouvements du texte. Et là, c'est parfait. Bonjour à tous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la conclusion? Alors vraiment, autant l'introduction c'est court, autant la conclusion c'est très très court dans une explication de texte. Vraiment, c'est pas la peine de nous faire un résumé extrêmement long de toutes les étapes que vous avez faites, parce qu'on vient de les lire finalement, donc on les a quand même en tête, on a normalement compris. C'est pas dans la conclusion que soudainement vous allez rattraper les erreurs que vous avez faites dans le développement, si vous voulez, ou au sein de votre analyse. Donc non, vraiment contentez-vous simplement de rappeler les 3 points saillants. Bon, je dis 3, ça peut être 2, mais les 3 points saillants principaux de l'explication. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte? Qu'est-ce qui le rend important? Qu'est-ce qui le rend spécifique? Qu'est-ce qui le rend intéressant? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si vous êtes assez bon, normalement, vous êtes capable de mettre en perspective la thèse du texte, c'est-à-dire d'arriver à la confronter à des éléments de cours ou des connaissances personnelles que vous avez. Donc ça peut être intéressant dans la conclusion, finalement, de revenir sur la position ou la situation philosophique de cet auteur. Alors, mettons que vous avez par exemple un texte de Kant, bon, c'est peu probable, mais un texte de Kant qui, je sais pas, celui dans les fondements de la métaphysique des mœurs, où il distingue les actions faites par devoir et les actions faites conformément au devoir. Voilà, bon, c'est tout l'enjeu du texte. Ça peut être intéressant, par exemple, grâce à ce texte-là, d'en déduire que Kant a une conception déontologique de la morale, c'est-à-dire qu'il s'agit uniquement de respecter les principes, ou plus exactement de respecter la loi morale elle-même. Ce n'est pas une conception conséquentialiste. Ça peut être intéressant si c'est en rapport avec le texte, mais pas plus que ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Et si vous n'arrivez pas à le situer parce que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, bon, c'est dommage, mais ce n'est pas non plus totalement rédhibitoire, parce qu'on sait que le texte est surprenant, que vous ne l'aurez pas vu en cours. Donc pas de panique sur la conclusion, uniquement les 3 points saillants de votre travail. Ça suffit amplement, 6-8 lignes. Bonjour à tous. Alors j'ai souvent des questions d'élèves qui se demandent comment est-ce qu'ils organisent leurs parties et notamment les paragraphes au sein des parties. Parce que oui, hein, vous gagnez quand même à faire des paragraphes pour pouvoir aérer. Mais qu'est-ce que je mets? Souvent vous avez moins ce problème-là des sous-parties pour ce qui est de la dissertation, puisque bon, vous voyez plus ce que c'est, mais à quoi ça peut ressembler une sous-partie pour une explication de texte? Alors là, il ne faut pas se casser la tête. Finalement, c'est un peu de la cuisine, c'est-à-dire que vous avez votre découpage du texte, donc vous avez par exemple au hasard 5-6 lignes, les 5-6 lignes correspondent à votre première partie, où vous dites ce que l'auteur fait, hein, donc je sais pas moi, il expose sa thèse, ou il donne un premier exemple introductif, je sais pas, et à partir de là, vous allez découper ces parties-là en 3 sous-parties ou 2 sous-parties, qui vont être en gros des angles d'analyse que vous allez privilégier. Par exemple, vous vous dites à ce moment-là, l'auteur parle du déterminisme, dès la première phrase. Bon, ben, vous allez faire 20 lignes sur le déterminisme parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ce qu'il entend par là, de bien différencier cette manière-là de concevoir le déterminisme de d'autres manières que vous connaissez, que vous avez vues en cours, et de bien voir spécifiquement l'usage de cette notion fait dans ce texte-là pour cette question que vous avez identifiée. D'accord? Donc vous allez découper, là c'est vous qui organisez, d'ailleurs on peut très très bien avoir un découpage différent et ce n'est pas du tout un problème. Et vous vous dites, bon alors moi dans une première sous-partie je vais parler du déterminisme, dans une deuxième partie je vais plutôt parler de ce qu'il fait ensuite. Je sais pas moi, il y a un autre mot qui est important ou une autre articulation, au hasard entre loi morale et devoir, bon, voilà. Et puis ensuite il fera autre chose. Vous organisez les choses comme ça.
Donc là, il ne faut pas trop se casser la tête. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous paraît assez peu intéressant, vous ne savez pas trop quoi dire, bon, bah, c'est dommage, mais vous allez le mentionner en vitesse parce qu'il ne faut rien oublier, mais ce n'est pas sur ça que vous allez organiser vos paragraphes. C'est comme ça. Le plus important, de toute façon, étant d'avoir une lecture, je dirais, continue du texte, de ne pas oublier la dernière phrase, mais évidemment, vous n'avez que 4 heures. Et le texte peut être assez long et assez complexe, donc il faut être capable de hiérarchiser l'information. Et donc c'est comme ça que vous faites, vous vous dites, moi je vais concentrer mon premier paragraphe de ma première partie des 5 premières lignes d'abord sur ça, ensuite sur ça, ensuite sur ça. Techniquement, vous pourriez faire une sous-partie par mot, enfin, ou par concept, voilà. Mais c'est pas possible, vous n'en avez pas le temps. Donc, vous hiérarchisez. Vous vous dites, il y a ce point-là que je vais expliquer, ce point-là et ce point-là. OK? Bonjour à tous. Bon, on arrive à la fin de notre travail méthodologique sur l'explication de texte. Alors le dernier point, je vais vous donner un petit exemple, très rapidement fait, je le fais de tête, mais juste pour vous montrer un peu ce qu'on attend de vous et comment est-ce qu'on arrive à rendre un travail intéressant. Mettons au hasard que vous tombiez sur un texte de Kant, issu des fondements de la métaphysique des mœurs, plus précisément celui où il distingue une action faite conformément à la loi, conformément au devoir, pardon, et une action faite par devoir. Bon, une manière pas très intéressante, c'est de dire oui, bon, bah, il fait cette distinction. Cette distinction, elle correspond au fait que bah, la personne qui agit conformément au devoir, ben, elle respecte la loi morale, mais quelque part, elle ne le fait pas pour la loi morale elle-même, alors que la personne qui agit par devoir, ben, elle respecte la loi morale, mais bon, elle fait que ça. Donc voilà, c'est que le deuxième qui est vraiment moral. Bon. Vous voyez que ce n'est pas très intéressant, on n'a pas trop compris ce que c'est, mais notamment parce qu'on ne voit pas où est le problème. Pourquoi est-ce qu'il fait cette distinction-là? Et bien ça, c'est ce que vous devez expliquer. Le vrai problème et le vrai enjeu de ce texte, c'est d'arriver à reconnaître dans les différentes actions celles qui sont vraiment et authentiquement morales et celles qui n'en ont que l'apparence quelque part. Exemple, la même action. Mettons qu'un tel, l'un d'entre vous, aide son ou sa camarade à réviser le bac de philosophie. Bon, est-ce que vous le faites vraiment moralement? Est-ce que vous le faites par devoir ou est-ce que vous le faites pas vraiment moralement mais conformément au devoir? C'est difficile parce que après tout c'est la même action. Sauf qu'il y en a une qui peut être faite pour des raisons qui sont finalement vos penchants. Par exemple, cette personne que vous aidez peut être relativement séduisante. Vous pouvez avoir l'ambition, je ne sais pas moi, de finalement avoir une amitié avec elle ou plus. Donc dans ce cas-là, bon, votre action est conforme à la loi morale, vous avez fait ce qu'il fallait faire, quelque part c'est bien, mais imaginons que cette personne-là ne serait pas à votre goût, qu'elle serait moins séduisante, peut-être ne l'auriez-vous pas aidée. Et dans ce cas, non, c'est pas vraiment moral. Si c'est vraiment moral, c'est un tu dois. Vous devriez le respecter, quelles que soient les caractéristiques physiques, psychiques ou que celles de cette personne-là. Vous devez le faire uniquement en vertu de cette loi morale que la raison reconnaît. Et donc, de cela, vous ne vous contentez pas que de ça. Là, vous lisez le texte et vous réfléchissez. Mais qu'est-ce que ça implique tout ça? Ne vous contentez pas uniquement des termes. Bien sûr, il faut partir des termes, mais demandez-vous, quel coup est joué? Où ça va tout ça? Bon, ça va où? Ça va dans une conception morale qui est finalement déontologique. Savoir si une action est morale ou pas, c'est uniquement déterminer si elle a été faite en vertu de la loi morale et par respect pour celle-ci, et pas pour d'autres raisons. Ça veut dire notamment que la question de savoir si l'action est bonne ou mauvaise, enfin si c'est bien ou mal, ne se pose pas. C'est uniquement la loi morale qui est en jeu ici. Vous allez me dire, ok, très bien. Attendez, non, c'est totalement étonnant. C'est vraiment étonnant cette manière-là de considérer les choses. Là, Kant est très original. Parce que si là je vous demande qu'est-ce que c'est qu'une action morale, je pense que la plupart d'entre vous, vous allez me dire, c'est une bonne action. Et à quoi sert la morale? La morale, ça permet de différencier le bien et le mal. Ça paraîtrait assez évident. Or, Kant, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout sa manière de considérer les choses. Et donc, demandez-vous quelles sont les conséquences. Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer, je sais pas moi, une action qui serait faite par devoir, elle serait bien morale d'après les critères de Kant, mais ses conséquences seraient mauvaises, au hasard. Tiens, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Vous voyez, c'est comme ça qu'on discute un texte, et c'est ça qui est intéressant. Et après, vous cherchez les implications, vous poussez, sans partir évidemment dans votre délire, vous devez vous en servir pour expliquer les termes du texte. Mais c'est ça qu'on vous demande, de tirer les fils petit à petit. Et là, bon oui, là, à ce moment-là, l'exercice peut être très intéressant. Et cette compétence-là, ce n'est pas une compétence philosophique, perchée ou que sais-je. C'est toujours extrêmement important quand on entend un discours, qu'il soit philosophique, politique, scientifique, de vous dire, bon alors, on me donne une réponse à la question. Est-ce que cette réponse est la seule possible? C'est rarement le cas.
Est-ce que c'est la meilleure? Bon, évidemment, donc là, il s'agit de juger, et là, c'est là que vos connaissances personnelles sont utiles. En philosophie, mais éventuellement les films, les livres que vous avez lus, etc., etc. Donc, est-ce que c'est la seule réponse possible? La question telle qu'elle a été formulée, est-ce que c'est vraiment la seule manière de poser la question? Peut-être qu'il y a d'autres manières plus précises et plus intéressantes, et qui permettraient d'arriver à une autre réponse, beaucoup plus riche, beaucoup plus féconde. Et enfin, cette question correspond à un problème, bon ça c'est un niveau un peu élevé, hein. Mais cette réponse correspond à un problème, est-ce que le problème se pose vraiment? Est-ce que le problème c'est vraiment ça, finalement? Bon, bah, ça c'est à vous de faire. Et une fois que vous faites ça, vraiment, c'est là que les discussions peuvent devenir vraiment intéressantes. Et ça, ce sont des compétences philosophiques qui peuvent servir, on pourrait dire, à n'importe quel citoyen éclairé, du moins on peut l'espérer. Bon, voilà, nous finissons maintenant comment dire, ce speedrun philosophique pour vous améliorer pour le bac de philo. Merci pour votre écoute et bonne chance pour votre bac de philosophie.